Bienvenue dans Foroba Media, le podcast. Par la suite, j'ai eu encore d'autres bouches, qui m'a amené en Israël, par la suite en France, bouger d'une institution onusienne de développement politique vers une institution financière. J'ai toujours rêvé d'être ingénieur de façon générale. J'aimais bricoler, enlever, refaire. Donc, le dossier du Sénégal était assez robuste parce que c'était le seul pays qui offrait quand même 2 sites pour pouvoir organiser ce sommet. L'agriculture en tant que telle, c'est une science. C'est une science exacte. Et je pense que c'est comme ça qu'on va construire donc une Afrique qui est prospère, mais qui est capable de se nourrir, qui est capable de créer la richesse. Merci beaucoup, Monsieur Sen. Merci beaucoup. Bienvenue dans Foroba Media, le podcast. Dans ce podcast, nous allons décortiquer les politiques, les programmes, les innovations, les outils de financement, mais surtout les opportunités pour la jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'African Food System Forum qui sera organisé à Dakar du 31 août au 5 septembre. Nous recevons dans cet épisode M. Ahmad Pathé-Sène. Merci beaucoup M. Pathé-Sène d'avoir répondu présent à notre invitation. Bienvenue dans le podcast Foroba Media. Merci pour cette invitation. Alors, on va aller très rapidement parce que je sais que vous êtes un homme très, très occupé. On va parler d'abord de votre parcours. Quand je faisais des recherches pour le podcast, parce que j'aime faire des recherches sur mes invités avant de les recevoir, j'ai vu que vous aviez fait plusieurs pays. Vous avez vécu en Afghanistan, à Rio de Janeiro, vous êtes passé par la FIDA, vous avez un peu parcouru le monde. Et vous êtes sénégalais, originaire du bassin arachidier. Ma question est, qu'est-ce qui a motivé ce parcours? Alors, ce parcours, je pense que c'est aussi le voyage de tout un chacun, surtout du Sénégalais par excellence. Nous sommes des nomades. Et donc, moi, j'étais parti chercher de la connaissance après le bac. Je me suis retrouvé au Maroc avec une bourse d'excellence. Je fais donc l'école d'ingénierie là-bas. Par la suite, j'ai eu encore d'autres bourses qui m'ont amené en Israël, par la suite en France. Et après les études, donc, j'ai commencé ma carrière internationale sur la relance des économies des pays de crise et post-crise, agricole, économie agricole, développement de façon générale, mais plus axé sur les éléments de comment gérer les aspects climatiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé en Afghanistan en tant qu'Africain là-bas dans la montagne. Et donc, juste après les attentats du Wall Street. Donc, je suis resté quelques années. Et après, je me suis retrouvé avec le système des Nations Unies comme jeune expert qui m'a ramené en Afrique, en Mauritanie, juste à côté du Sénégal. Et donc, c'était aussi une aubaine de revenir au pays. Chaque week-end, j'étais là parce que c'était à côté. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas les pays limitrophes de mon pays. Et donc, du Mauritanie, cap sur le Kenya. J'ai passé quand même 5 années où je gérais au programme des Nations Unies pour l'environnement pas mal de pays. Donc, à Mauritanie, j'étais avec le programme des Nations Unies pour le développement. Et après quelques années au Kenya, en Afrique de l'Est, je me suis retrouvé avec le PNUD encore à mettre en place le bureau sur le développement durable et aussi les changements climatiques à Rio, juste après Rio plus 20. Il s'est tenu là-bas. Donc, et par la suite, Italie avec le FIDA. Donc, mais bouger d'une institution onusienne de développement politique vers une institution financière. Et cette institution financière, après quelques années à Rome, donc je faisais partie de ceux qui voulaient venir en Afrique. Donc on a ouvert le bureau régional à Abidjan, dont j'étais le directeur là-bas, mais directeur régional, directeur pays aussi de Côte d'Ivoire, Sierra Leone et puis aussi du Niger. Mais dans tous ces parcours-là, j'ai toujours été donc entre développement, agriculture, environnement, changement climatique, mais aussi tout ce qui touche l'aspect touristique, qui est agrotourisme, donc de façon générale. Mais la spécialité qui m'a vraiment le plus suivi, c'était la mobilisation des financements pour pouvoir développer. Donc, maintenant, je suis au Rwanda, donc j'ai quitté le système des Nations Unies pour me retrouver dans une institution africaine. La simple raison, c'est qu'il faut qu'après beaucoup d'expérience dans des institutions qui sont nées depuis plus de 60 ans,
c'est de notre devoir et responsabilité d'appuyer des institutions continentales, mais aussi régionales, mais aussi des institutions pays. Donc, c'était mon choix. Et ce choix-là, je ne l'ai pas regretté, donc on continue. Et je suis toujours donc, en Afrique de l'Est, en espérant que très bientôt, je reviendrai au moins en Afrique de l'Ouest. Impressionnant. Franchement, bravo. C'est très impressionnant et je crois que la jeunesse devrait beaucoup s'inspirer de personnes comme vous. Juste une question avant qu'on ne passe. Vous aviez toujours rêvé d'être ingénieur agronome? J'ai toujours rêvé d'être ingénieur de façon générale. J'aimais bricoler, enlever, refaire, détruire des choses et puis reconstituer et comprendre comment la chose fonctionne. Et je pense que l'ingénierie, c'est vraiment la recherche de solutions. Et puis, bon, de façon très pragmatique et de façon très structurée, comment on cherche une solution à une chose, comprendre et trouver une solution. Donc, je n'étais pas du tout littéraire, c'était vraiment la partie technique de la chose. J'ai toujours rêvé aussi parce que quand j'étais enfant et tu es en vacances régulièrement aussi dans le bassin, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de la pauvreté et après tu te poses la question, mais pourquoi on doit faire l'agriculture comme ça? On peut trouver quand même des solutions beaucoup plus rapides. Pourquoi il n'y a pas la mécanisation? Le pourquoi. Dès que j'ai eu le bac, j'ai dit, bon, à défaut d'être médecin, je vais être ingénieur. Donc, évident. Il fallait que soit on répare un secteur économique, soit on répare l'être humain. C'était les deux. Donc, finalement, je me suis retrouvé dans la partie beaucoup plus technique. On est très heureux que vous ayez fait ce choix. Je crois que l'Afrique a beaucoup de chances de vous avoir. Vous êtes là pour le African Food System Forum qui sera organisé à Dakar cette année. Je rappelle que ce sera du 31 août au 5 septembre au CICAD. On dit que vous avez ramené le forum chez vous. Est-ce vrai? Alors, non, pas forcément vrai, mais je pense que le fait que je sois là a motivé aussi les autorités à venir. Donc, ce n'est pas la première fois que le Sénégal a soumissionné un dossier. Et donc, je pense que même l'édition de 2023 en Tanzanie, ils avaient soumissionné, ils ne l'avaient pas eu. Mais ce sont aussi des dossiers qu'il faut vraiment bien structurer. Mais aussi, il faut vraiment vouloir gagner. Et donc, cette année, en 2024, le nouveau gouvernement l'a exprimé, et c'était d'ailleurs à travers le Premier ministre, quand il était venu à Kigali, c'est à travers le ministre de l'Agriculture, c'était à travers aussi le secrétaire d'État ministre Dr Ba, qui était à la session de Kigali, qui est venu avec le dossier du Sénégal. Mais ce qui a le plus marqué, bon, moi je n'ai pas de vote pour pouvoir choisir le pays hôte, c'est les partenaires qui nous financent, qui choisissent. Donc, le dossier du Sénégal était assez robuste parce que c'était le seul pays qui offrait quand même 2 sites pour pouvoir organiser ce sommet. Le CICAD, mais le centre des expositions. Donc, les autres offraient juste un seul site. Deuxièmement, il y a aussi des infrastructures hôtelières parce qu'il te faut quand même la capacité d'accueillir les gens. Troisièmement, c'était aussi, je pense qu'au moment où il y a eu un changement de leadership, la jeunesse, donc cet engouement qu'ils ont mis. Et je pense que quand il y a un sujet qui touche la jeunesse, le leadership qui est là est jeune, mais aussi les politiques publiques qu'ils ont mis en place pour la transformation du pays. Donc tout ça là a aidé et beaucoup de hargne de vouloir, de défendre leur dossier. Et donc c'est la raison pour laquelle les plus de 38 partenaires du forum ont choisi le Sénégal. Et c'est une compétition avec le Nigeria à la fin. Et donc, bon, c'est l'Afrique, hein, donc que ce soit ici, que ce soit au Nigeria. C'est l'Afrique qui gagne. Mais à la fin de la journée, je pense qu'on est tous contents aussi de revenir ici et de l'avoir ici au Sénégal. C'est excellent. Alors, on a vu les vidéos sur les réseaux sociaux, on a lu les articles. Je crois que tout le monde en ce moment attend un peu le AFS. Est-ce qu'en résumé, vous pouvez nous dire c'est quoi le African Food System Forum? Alors, le Forum africain sur les systèmes alimentaires, à la base, c'était une conférence sur les investissements dans le secteur agricole. Donc, ça a été créé en 2006 par Yara à Oslo. Et puis, bon, chaque année, ils amenaient des gens d'Afrique pour pouvoir voir comment investir dans le secteur. En 2010, Feu Kofi Annan a dit, bon, écoute, si c'est une conférence sur l'Afrique, il faut que ça vienne en Afrique. Et puis, bon, on va en faire peut-être même un forum. C'est-à-dire, en dehors de ce sommet annuel,
On peut voir entre deux sommets qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc, ça a été vraiment renforcé. Et au-delà juste d'avoir ceux qui sont là pour les investissements, on doit également avoir les politiques. Parce que l'investissement seul ne suffit pas s'il n'y a pas les réformes politiques. Mais aussi, on doit avoir la recherche parce que c'est des acteurs clés. On doit avoir les jeunes, on doit avoir les femmes, on doit avoir les parlementaires. Et donc, l'écosystème a commencé à grossir avec, bien sûr, ce qu'on appelait vraiment la révolution, le forum AGRF, African Green Revolution Forum. C'était son nom après la conférence. En 2023, on l'a rebrand. Moi, c'est au moment où je suis arrivé. On s'est dit, bon, naturellement, ce n'est pas que de l'agriculture. Aujourd'hui, quand on parle de l'aliment qu'on mange sur nos tables, c'est tout un écosystème. Et l'écosystème, c'est le politique, c'est l'agriculteur, c'est celui qui fait le transport afin que cette nourriture arrive sur la table assez, avec le prix qu'il faut, mais aussi avec la valeur nutritive. Donc cet écosystème, s'il ne se tient pas et ne parle pas, il y aura problème. Tu peux produire beaucoup de tonnes et que si ce n'est pas transformé, ou bien en tout cas, ce n'est pas bien stocké, ça ne passe pas. Si ce n'est pas transporté aussi, c'est une perte. Donc forcément, les maillons de la chaîne doivent se tenir. Exactement. Et donc, c'est ça, en fait, cette plateforme qui est unique d'ailleurs au monde. Hein, et au point où même les Asiatiques sont en train d'apprendre là-dessus. Ça n'existe pas en Amérique du Sud, ça n'existe pas en Europe. Donc, c'est une plateforme qui est très unique et qui amène tous ces acteurs-là. Et chaque année, on se retrouve pour faire l'Assemblée générale du système alimentaire, de l'agriculture. C'est un peu ce que Davos est pour le Forum économique mondial. Et donc, on se félicite donc, de cet engouement, mais aussi, on continue à construire cette plateforme-là parce que notre finalité, c'est de nourrir le continent, créer des emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. C'est perfect, c'est clair, c'est ambitieux, ça revient à l'Afrique. Et l'Afrique est au cœur des décisions. C'est ce que je retiens principalement du choix de ramener ce forum. Et bravo à Kofi Annan d'avoir eu le courage de le faire. Je crois qu'on avait besoin d'une plateforme comme ça qui regroupe tous les décideurs, toutes les parties prenantes pour vraiment aller au fin fond des problématiques. Absolument. Ce qui me fait penser à, disons, le jargon. On parle beaucoup de sécurité alimentaire, on parle beaucoup de système alimentaire, on parle de changement climatique. C'est des notions en fait que les gens entendent, mais pas forcément que les gens comprennent. Vous êtes ingénieur agronome, je crois que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça. Oui, alors la sémantique des fois change lorsqu'on l'utilise en anglais, en français, dans n'importe quelle langue. Et des fois, je pense que ce que nous, en Afrique, nous devons faire, c'est de parler simple dans le langage local. Lorsque c'est clair dans la tête des gens, c'est facile également d'y adhérer. Et donc, lorsque c'est clair pour un enfant de 2-3 ans, comme c'est clair pour ma grand-mère, normalement, c'est facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de jargon parce que c'est très complexifié. Ou la complexification de ces termes, la terminologie fait que ça ne passe pas dans la tête. Donc, à la fin, ce dont on a besoin, c'est quoi? L'aliment. Là, on a besoin de ce jus-là, on a besoin des fruits, on a besoin... C'est ça la finalité. La finalité, c'est parce qu'on veut manger, avoir cette force-là, chaque jour, de pouvoir être sur pied, mais aussi d'être sain. Et donc, pour pouvoir le faire, c'est l'activité agricole. L'activité agricole, c'est des intrants, c'est la production, c'est également la transformation, la valeur ajoutée qu'on met, c'est le transport, c'est l'amener sur la table, c'est aussi la gestion même des déchets quand on finit de manger et de pouvoir manger aussi de façon équilibrée et de ne pas créer aussi des problèmes. Donc, tout ça, c'est à la fin de la journée, c'est le système alimentaire. Et ce système alimentaire-là est beaucoup plus simple à comprendre que certaines terminologies assez compliquées. Mais maintenant, l'agriculture en tant que telle, c'est une science. C'est une science exacte. Si vous voulez avoir 10 tonnes par hectare de riz ou de maïs, si vous ne mettez pas tel nombre de tonnes d'engrais, ou bien vous ne faites pas une certaine technique comme ça, ou vous ne mettez pas des semences certifiées, vous n'aurez pas les 10 tonnes. Et malheureusement, en Afrique, nous n'avons pas une productivité énorme, très faible par rapport au reste du monde,
Parce que quand ça se fait aux États-Unis ou au Brésil ou ailleurs et on a 10 tonnes, et nous, quand ça se fait chez nous et c'est seulement 1 tonne, ça veut dire qu'il y a des éléments manquants. Donc, on doit déjà... Mais c'est aussi même comme les races animales. Si on doit produire du lait et on se retrouve juste avec 2-3 litres, c'est parce que aussi on n'a pas fait ce qu'il faut en recherche pour améliorer nos races. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à produire assez de lait pour pouvoir donner à une population de 100. Si tu produis 1 litre par jour, tu ne peux pas donner à 100 personnes. Mais si tu produis 50 litres ou 100 litres, forcément, tu vas... Et donc, c'est cette question de souveraineté et de sécurité alimentaire qui revient lorsqu'on n'en a pas assez. Et donc, on est obligé d'importer. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, on doit pouvoir maintenant allier technique, la compréhension des termes, et puis vraiment décomplexer cette phase et de faire de sorte que l'agriculture soit attractive. Ce n'est pas un boulot de misère, mais c'est un boulot qui doit pouvoir nourrir son homme, mais également créer de la richesse pour ce pays. Vous avez parlé tout à l'heure de semences certifiées et d'amélioration de races. On en parle beaucoup. Je parle de manière profane parce que je ne suis pas ingénieur agronome. Il y a de gros débats sur les semences certifiées et les semences paysannes, les races améliorées et les races locales. Ma question est, on parle de souveraineté, ça veut dire que maintenant, si on veut vraiment arriver à cette souveraineté, à cette sécurité alimentaire, il faut forcément qu'on aille vers les semences certifiées et les races améliorées, où il y a une alternative, parce qu'on parle aussi de défis face au changement climatique, où il faudrait peut-être voir comment retourner à la source. Selon vous, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Je pense que l'agriculture, depuis la nuit des temps et l'évolution, depuis qu'on est parti avec les premiers instruments ou l'homo sapiens, après on a passé des étapes pour devenir l'homme que nous sommes, on a toujours travaillé les outils pour pouvoir arriver à une amélioration des choses. Donc cette amélioration, c'est la recherche, c'est l'être humain qui réfléchit et qui dit que aujourd'hui, on n'utilisait pas l'ordinateur il y a de cela une trentaine d'années, on l'a. On n'utilisait pas l'intelligence, on l'a. Parce que les gens ont fait de la recherche. Et dans la recherche, ils peuvent aussi l'appliquer à l'alimentation. Et dans cette alimentation, il y a un croisement. Un croisement naturel, c'est comme toutes les races qui se croisent, qui donnent d'autres produits améliorés et qui résistent. Les changements climatiques ici au Sénégal, par exemple, je me rappelle bien quand j'étais enfant, il pleuvait en mai, juin. Maintenant, ça commence en août et ça continue jusqu'en octobre, au point où même commencer l'année scolaire devient compliqué parce que l'année scolaire était arrimée à la saison des pluies, mais ce qui s'est décalé. C'est une réalité parce que les industries dans les pays du Nord polluent, ça crée un dérèglement climatique, il pleut beaucoup, il y a les sécheresses ici, les inondations de l'autre côté, et ça, ce sont les impacts. Maintenant, ce qui se fait, c'est que lorsqu'on a une situation comme ça, il faut s'adapter. Pour s'adapter, ça commence par l'économie de la connaissance. Et l'économie de la connaissance voudrait que quiconque qui est dans le secteur commence à réfléchir à comment améliorer les choses. Et comme ça, vient maintenant les semences qu'on dit climato-résilientes ou certifiées. Bon, certifiées, c'est des organes qui certifient que c'est bon et qui peut résister au stress hydrique, mais aussi aux maladies. Parce que si tu ne l'as pas et que tu sèmes, forcément, quand il n'y a pas d'eau, ça ne passe pas. Donc, il faut que des gens puissent croiser des variétés, tester au laboratoire, venir et dire ça marche dans mon écosystème. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir 10 tonnes par hectare, ou on va avoir cette race qui, malheureusement, malgré la chaleur, est une race européenne qui a été croisée, produit mieux parce que ça s'adapte mieux. Et donc, ce n'est pas forcément le débat que les gens disent, local versus, c'est l'évolution normale de l'être humain. Mais cette évolution doit être toujours vérifiée. Et également qu'on forecast dans le futur, est-ce que cette évolution-là ne pourrait pas avoir aussi des impacts négatifs sur cette population-là? C'est comme les OGM dont on parle. Est-ce qu'on a, par exemple, des politiques de réglementaires pour pouvoir contrôler? Chaque pays est libre à faire, mais je pense qu'il y a des safeguards à mettre en place pour pouvoir réguler tout ça. Mais à la fin de la journée, en conclusion, c'est de se dire qu'il faut qu'on fasse évoluer nos systèmes. Partout ailleurs, les gens ont sélectionné des variétés. D'ailleurs, la nature même se sélectionne de façon naturelle. Et donc, on doit pouvoir aussi arriver à s'adapter à des conditions climatiques changeantes, parce que c'est un secteur hautement stratégique où il faut forcément aussi revenir avec des mécanismes d'adaptation et des pratiques qui sont beaucoup plus
améliorer. En tout cas, c'est digne d'une masterclass. Je crois que les ingénieurs agronomes qui vont suivre cette émission peut-être seront d'avis avec vous. La prochaine question pour aller plus loin, c'est peut-on parler d'un système alimentaire durable en Afrique quand on sait que dans certaines zones perdure la famine, la malnutrition, tandis que dans d'autres zones, on a beaucoup de pertes post-récolte, et que le vrai challenge aussi reste l'échange de produits et de services entre les pays africains. Est-ce que, face à tout ça, on peut dire que l'Afrique a, disons, un début ou a vraiment un système alimentaire? Ouais. Non, l'Afrique, je pense qu'aujourd'hui, on devrait regarder l'Afrique comme une seule entité écosystémique. Je ne parle pas des populations. Nous sommes des peuples, on est différents, même si on a quand même des liens de parenté d'un pays à un autre. Mais il faudra tout le temps qu'on regarde le continent sous forme de corridor. Parce qu'aujourd'hui, à part les frontières qui ont été tracées pendant la colonisation et après post-colonisation, lorsque vous regardez le fleuve du Sénégal ou fleuve Gambie, ça traverse des pays. Et il y a le fleuve Niger qui traverse le Mali, qui va jusqu'à dans d'autres pays. Et ce même fleuve qui porte le nom d'un pays est ailleurs. Ce qui fait que cet écosystème continue et on peut produire sur plusieurs pays. Naturellement, la même production en corridor, si on agrège ces pays, on est capable de l'avoir. Mais il faut quand même des politiques cohérentes régionales. Et ces politiques cohérentes régionales vont faire que si aujourd'hui on veut produire du riz, on peut le produire au Mali, on peut le produire au Niger, on peut le produire au Nigeria, au Bénin, etc. Parce qu'il y a tout un corridor de production. Et ce corridor de production va nous donner des quantités suffisantes pour pouvoir donner aux autres pays de la région. Si par exemple je suis du Tchad et je n'ai pas cette production, on peut commercer. Par contre, le Tchad, le Niger, voilà, la République centrafricaine, tous ces pays peuvent avoir du bétail que nous n'avons pas. Et donc, eux, c'est un corridor d'élevage. Et ce corridor d'élevage est capable aussi de fournir de la viande à d'autres pays qui, par leur écosystème, ne n'arrivent pas à produire cela. Il en est de même aussi, par exemple, pour les pays tempérés, que tu sois vers l'Afrique australe ou bien l'Afrique du Nord. Ils ont les agrumes parce que ça pousse mieux, parce que c'est également des plantes tempérées et des arbres tempérés. Donc, en regardant par corridor, sans frontières, on est capable de le faire. L'autre élément, c'est qu'on a 60% de terres arabes pas utilisées. Le paradoxe, c'est qu'encore on parle de faim et ça ne devait même plus être le cas en 2021. Le troisième élément dont on parle tout le temps, ce sont les jeunes. 60% de la population, ou 70%, sont au moins de 35 ans. Donc forcément, la majorité ne travaille pas. Et si on ne travaille pas, il y a un secteur qui est assez simple, qui peut capter une bonne partie de la population. Et ce secteur-là, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir le rendre attractif. Attractif, naturellement, on ne peut pas vendre les gens à la misère et vouloir amener les jeunes dans les villages sous le soleil. L'explication selon laquelle l'agriculture, c'est un moteur aussi de croissance et de création de richesse, c'est parce que la majorité des gens qui sont dans les villes, que ce soit des docteurs, les médecins, les gens, des fonctionnaires, eux-mêmes vont aller acheter la terre, ils sont des agriculteurs du week-end. Donc, si tu es agriculteur du week-end et tu trouves qu'il y a la richesse là-bas, ça veut dire que les autres doivent se poser la question pourquoi ce monsieur part tout le week-end pour produire et rajouter cela sur son salaire. Ça veut dire qu'il est en train de créer de la richesse. Et donc, ce sont des signaux de l'évolution sociétale, mais aussi de nos économies qui font que lorsqu'on ouvre les yeux, on sait que c'est un secteur. À la fin de la journée, la population africaine, qu'on soit de 1 milliard quelque, on va passer à 2 milliards ou plus. L'Afrique de l'Ouest, c'est 400 millions. Ça va augmenter avec, bien sûr, le Nigeria. Le marché, il est là et les gens vont... Notre population n'est pas prête à décroître. On n'a pas encore atteint la stabilité démographique. Donc, cette population a besoin de manger tous les jours. Et donc, si ça augmente, il faut de la nourriture. Et cette nourriture-là, il faut produire. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour produire sur le continent. Faisons des corridors. Il y a des politiques qu'on appelle
le Africa Free Trade Agreement, pouvoir ouvrir le marché africain, pas que pour seulement les populations, mais c'est aussi pour les biens et services, et de pouvoir commercer entre les différentes régions et réduire les importations. Mais ça nécessitera aussi des politiques aux frontières. Ce n'est pas du protectionnisme, mais c'est la régulation, jusqu'au moment où on arrivera donc à atteindre la souveraineté sur le continent. C'est bien que vous en parlez parce que ça allait être ma prochaine question, comme je l'ai annoncé. Quand on regarde le Nigeria dont vous avez parlé, qui produit par exemple du maïs ou qui produit du piment, alors que nous importons une partie du piment sec et que il faut peut-être trouver un shipping à Dubaï pour aller prendre le produit au Nigeria pour le ramener plus facilement au Sénégal. En fait, c'est là où les problématiques et les politiques ne suivent pas. Et moi, j'ai envie de savoir comment, par exemple, ce forum participe à impulser les politiques agricoles, les politiques publiques, institutionnelles, autour, disons, de cette économie. Parce qu'on parle d'économie dans le secteur et on parle de corridors, on parle de baisser les taxes qui sont très chères par certains moments, surtout sur les produits transformés à l'export. À l'export, c'est une chose, mais entre l'Afrique, c'est autre chose. Absolument. Alors là, on se demande, le forum est là et est organisé chaque année. Qu'est-ce que le forum apporte ou pose sur la table pour impulser ou pour, disons, encourager cette zone de libre-échange entre les pays? C'est une excellente question. D'abord, le forum en tant que tel, sa mission première, c'est de se dire qu'il nous faut l'agenda continental. C'est très rare d'aller dans des forums où les Africains disent ce qu'ils pensent. Parce que lorsque c'est d'autres formats, il y a toujours un polissage de langage qui font que... Mais ici, les gens disent les choses telles quelles. Et le tel quel, c'est on veut nourrir l'Afrique, on ne veut pas importer. On a le droit de le dire. C'est une direction. Et cette direction-là, elle est déjà dans la politique agricole commune africaine, qu'on appelle le CADAP. Donc, qui a été d'ailleurs endossé cette année à Kampala pour les 10 prochaines années à venir. Et dont les jeunes sont au cœur. Et le focus, c'est sur système alimentaire. Au-delà de l'agriculture, système alimentaire. Donc, c'est une bonne nuance. Et d'ailleurs, le CADAP dit au pays, vous devez mettre 10% de votre budget national dans l'agriculture. La version précédente, il y a peu de pays qui étaient proches de ça. Mais au moins, c'est des cibles. Et si vous investissez assez dans l'agriculture, vous devez être capable de régler ces problèmes-là, puisque vous allez aussi régler les problèmes d'infrastructure. Et aussi, les pays peuvent travailler sur les infrastructures transfrontalières. Et ça va permettre donc des corridors de déplacement. Mais quand il n'y a pas de route, il n'y a pas aussi de train, il n'y a pas aussi de connexion en bateau, il y a un problème. Et même les frettes en avion. Donc ça, c'est la mission continentale du forum. Vous verrez que pendant ce forum, vous verrez l'Union africaine, le NEPAD, eux qui sont en fait les gardiens de cet agenda continental, fragmenté en régional, fragmenté en pays. Et donc ces politiques-là sont des politiques endossées par les politiques qui vont venir, et les ministres doivent dire comment ils doivent mettre en œuvre ces politiques-là et comment ils vont domestiquer ces politiques dans leur pays et faire de sorte que ça soit une réalité. Ces mêmes ministres de l'agriculture ont également des débats avec les ministres du commerce, les ministres de l'énergie. Donc vous verrez qu'aussi, pendant le forum, il y a des débats politiques sur l'énergie pour la transformation, sur la conservation et comment solutionner. Même sur les engrais, parce que les engrais aussi, c'est beaucoup d'énergie dont on a besoin. Comment utiliser, par exemple, le gaz pour faire de sorte que les engrais soient des engrais verts. Et encore, les parlementaires. Il y a le réseau des parlementaires sur les systèmes alimentaires en Afrique qui doivent comprendre comment et pourquoi on doit voter ce budget. Parce que même si vous faites une belle politique, vous arrivez à l'Assemblée nationale et c'est bloqué, donc vous n'irez nulle part. Donc tout l'écosystème politique doit comprendre où est-ce qu'on doit le faire, et après maintenant, les jeunes et les femmes. Que de façon délibérée et intentionnelle, ça doit être dans les politiques publiques. Maintenant, les politiques publiques, c'est des documents, il y a aussi les politiques budgétaires. Le budget doit refléter la politique, c'est pourquoi on a les 10%, mais que ce qu'on va aller chercher soit aussi des budgets sensibles au système alimentaire. Et donc aussi avec un mécanisme de tracking pour faire le suivi. Et chaque année, on fait ça, et c'est ce qui explique cette partie politique. Le deuxième, c'est les investissements et la finance. On vient là
Après les politiques, on a besoin d'argent. Et l'argent, on doute toujours, quand il s'agit des changements climatiques, l'Afrique n'est pas le continent qui a créé ces changements climatiques, mais souffre le plus. Si on souffre le plus, on doit pouvoir également, pour la responsabilité historique, demander aux pays de payer. Mais il y a eu beaucoup de promesses et il n'y a pas grand-chose là-dedans. Ouais. Donc, je ne pense pas que l'Afrique doit être là à attendre des promesses sur les changements climatiques. Il faut qu'on trouve des mécanismes d'adaptation, une façon intelligente à mobiliser des ressources internes, mais aussi une façon intelligente à chercher de l'argent sur le marché et dehors, mais qui soit concessionnel et très pas cher. Et donc ça va aider aussi à impulser les dynamiques, mais aussi l'engagement citoyen. Si vous avez par exemple des érosions côtières, ou en tout cas, ça doit être une responsabilité de groupe de pouvoir restaurer. On n'a pas besoin d'argent. Si on prend le groupe, c'est du travail et on peut le faire. Et enfin aussi, il faut venir au forum pour faire des partenariats, mais c'est aussi apprendre de ce qui se fait d'ailleurs. Bonne pratique, ça ne sert à rien de le créer là-haut, c'est fait ailleurs. On contextualise, on va vite et on crée des solutions endogènes. On est d'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je crois que ce forum va être très enrichissant et que la jeunesse africaine ou la jeunesse sénégalaise a beaucoup à apprendre de ce forum. Et je les invite vraiment à y aller. Ce sera au CICAD, à Diamniadio et au centre Abdou Diouf, c'est ça? Alors, la jeunesse est au cœur de cette édition. Ce choix, qu'est-ce qui l'a motivé? Et à quoi devraient s'attendre ces jeunes-là pour cette édition du African Food System? Alors, je pense que pour la question du choix de la jeunesse, ça ne doit plus même être un choix par année. Ça doit être maintenant une constance. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, je pense que si tu es leader politique, ou en tout cas un leader d'un pays, tu ne dois pas dormir parce qu'il y a deux choses qui, aujourd'hui, si tu ne règles pas, ça risque de revenir sur la table et ça risque de créer des problèmes. D'abord, le premier, c'est l'emploi des jeunes et le deuxième, c'est nourrir ta population. Lorsqu'on a faim, ça ne va pas. Lorsqu'on a une jeunesse qui est là, qui n'a pas d'emploi, ça ne va pas. Ces deux seulement, c'est largement suffisant pour créer quand même des problèmes dans des pays et de l'instabilité. Pour avoir une population stable, des institutions stables, ces deux doivent être au cœur, en tout cas, de toute réflexion de leader sur le continent. Et je pense que c'est le cas. Maintenant, ça doit être une constance, c'est pas aujourd'hui on le choisit ou pas, parce que ça y est là, c'est un problème à régler, on est capable de régler. Le choix, c'est parce que aussi toute la population est jeune. Au Sénégal, on a beaucoup de... presque 60% ont moins de 25 ans, donc c'est des statistiques de l'ANSD, mais c'est aussi des mêmes statistiques ailleurs. Ces jeunes n'ont pas d'opportunité, ils vont vouloir aller en Europe. L'Eldorado, c'est de traverser la Méditerranée ou en tout cas passer par d'autres voies et moyens pour aller aux États-Unis ou même en Amérique du Sud. Et ce n'est pas une solution. Ayant vécu à l'étranger, ayant même moi accueilli des migrants chez moi, ayant passé des heures à discuter, on a toujours... on est d'abord fiers de les voir partir. Parce que moi, je suis parti. Peut-être que les routes sont différentes. Aller chercher de la connaissance, sont aller chercher de la richesse. Mais cette richesse-là, avec des risques énormes. Et certains ne s'en sortent pas. Et pourtant, il y a aussi des opportunités. La raison pour laquelle aussi nous sommes partis et sommes revenus, c'est parce que la richesse se trouve en Afrique. Et cette richesse-là, c'est ce que nous avons. Et je pense qu'il faut qu'on trouve le moyen de les garder sur place et de leur montrer que l'Eldorado dont on parle, c'est également mirage, mais c'est pas aussi simple qu'on le pense. Et donc, on doit aussi pouvoir se dire les vérités. Maintenant, il y a des secteurs qui sont capables vraiment de rendre cette richesse-là et donc les systèmes alimentaires. Moi, je ne parlerai même pas de la production. On peut être, par exemple, un ingénieur en digital et on vient créer des solutions digitales dans le secteur du système alimentaire et on va révolutionner le secteur dans la commande, dans la vente en ligne. Donc, on va aider le secteur. Nous devons être capables de trouver des solutions à nos problèmes. Et les solutions au quotidien doivent être arrimées aux problèmes au quotidien. Et c'est comme ça, je pense que c'est ça le développement.
Et donc, si on arrive à apporter des solutions innovantes ou pas, mais que la solution puisse régler un problème d'aujourd'hui, ce serait une bonne chose. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler là-dessus en tant que leader. Et cette jeunesse-là, on doit leur donner ces opportunités. Le continent, c'est un continent d'opportunités. Et nulle part ailleurs. Tout est à construire, tout est à affiner, tout est à améliorer. Et nous avons les opportunités de le faire. Il faudra maintenant s'armer de beaucoup de patience, d'abnégation, mais aussi beaucoup de travail. Ailleurs, c'est pas magic, bullet magic. Les gens bossent. Et donc, on dit tout le temps, on défie quiconque qui vend en Asie. Tu ne sais pas s'il y a un week-end. Les gens travaillent, c'est ce qui transforme les pays, ce qui transforme les secteurs. Et il faut que la jeunesse aussi s'arme de la patience, mais également beaucoup d'abnégation pour pouvoir donc changer les choses et travailler ensemble. Et concrètement, pour cette jeunesse sénégalaise, à l'issue de ce forum, qu'est-ce qu'on pourra, disons, quelles sont les opportunités qui pourront s'ouvrir à eux? OK. Donc, un forum, les gens ont l'habitude de dire, bon, on a des sommets qui sont organisés, les gens prennent des photos, shake hands et ils s'en vont. Dans ce secteur précis, et le forum en tant que tel, sa particularité, c'est de se dire, lorsqu'on quitte un pays, on laisse quelque chose. C'est ce qu'on appelle, nous, les programmes héritage. Quel est l'héritage? D'abord, nous sommes là, je pense que ça va être peut-être le plus grand forum depuis l'avènement du nouveau gouvernement, mais c'est aussi un forum test pour les Jeux olympiques à venir. C'est un forum test pour d'autres événements qui pourront être accueillis. Donc, en termes de visibilité, de positionnement stratégique, d'attractivité, nous avons number one. Le pays est capable de relever le défi et donc le pays a fait quelque chose et bon, essayons d'aller voir ce qui se passe là-bas. Rien que ça attire parce que ceux qui doutent viendront. Deuxièmement, c'est également en termes d'impact direct, c'est l'industrie du maïs. Avant même qu'on ne vienne à l'agriculture, je parle de l'industrie de l'événement. Nous avons des infrastructures qui ont besoin de tourner. Et quand ça tourne, il y a tout un écosystème qui tourne. Et ces écosystèmes-là, les gens sont payés. On injecte de l'argent là-dessus. Aujourd'hui, vous allez au CICES, il y a des artisans, il y en a à peu près 200 à 500 qui travaillent pour la foire qui sera organisée. Mais il y a toute une flotte de voitures, les hôtels sont pleins. Donc, il y a également tout un écosystème à l'aéroport. Et il y aura aussi du tourisme. Donc, direct et indirect, quand tu estimes des fois ce forum-là, c'est à peu près 15 à 20 millions de dollars. Donc, et on a l'habitude, monsieur le ministre de l'Agriculture dit si chaque participant, rien que dépenser 2 millions de dollars, 2 millions de francs CFA, pardon, et pour 5 000, c'est 10 milliards qui rentrent. Et ce sera le cas, parce que tu payes ta chambre, tu ne pourras pas payer moins de 1 000 dollars. Quand tu vas rester une semaine, ce n'est pas moins de 1 000 dollars aussi en nourriture et en transport. Donc, ces 2 millions, c'est là. Donc, troisième impact, c'est maintenant les programmes que nous avons essayé de structurer avec le gouvernement. Ils ont une vision, ils ont des programmes. Maintenant, ces programmes-là doivent parler aussi aux financiers. Donc, lorsque tu as déjà été du côté de ceux qui financent, si le langage, là, vous ne parlez pas le langage, ils vont corriger, il faut que ça soit leur langage. Et ce langage, je pense que des fois, on a du mal dans beaucoup de pays. On peut avoir de bonnes idées, mais on ne le met pas dans le bon langage. On n'enlève pas les risques. Celui qui a les ressources financières a toujours une certaine réticence. Et donc, notre objectif, c'est d'aider aussi les pays, ce ne sera pas que le Sénégal, mais d'autres mêmes pays, à préparer des portefeuilles de projets bancables qui pourront être présentés et puis donc la machine est lancée. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les PME. On a demandé à beaucoup de PME de faire des pipelines de projets. Ils vont également présenter. Et après chaque forum, il y en a certains même qui reçoivent des financements sans pour autant nous dire tant mieux. Et c'est ce qu'on cherche. Et donc, on essaie même de monitorer, en fait, cela. L'autre est ce qu'on appelle les programmes héritage. Qu'est-ce qui reste dans le pays? Programmes concrets. À titre d'exemple, quand on avait organisé cela en Tanzanie, on avait développé un projet de 500 000 dollars. On est en train de faire des projets entre 100 000 et 200 000 dollars. Donc, il y a eu des pledges. L'année d'après, ils sont venus au Rwanda. Ils ont dit qu'ils avaient déjà les 500 000. Ils ont suivi avec les mêmes. Donc, c'est une certaine facilitation, cet aspect catalytique d'investissement, de
translation des idées en réalité avec les ressources financières, mais aussi l'accompagnement technique. L'autre élément, c'est également des projets innovants. Donc, on parle d'académie culinaire. Qui connaît le Sénégal, c'est sa cuisine. Mais l'académie culinaire n'est pas que pour le Sénégal. C'est comment aussi on change le mindset qu'aujourd'hui, vous allez dans un hôtel 5 étoiles à Londres, à Paris ou à New York, que vous trouvez la cuisine africaine. Il n'y a nulle part au monde où vous allez... Mais avant même d'aller en Europe, dans nos propres hôtels en Afrique. Voilà, donc ce changement de mindset, nous devons pouvoir trouver du fognon comme cuisine de base quelque part là-bas en Ukraine ou quelque part là-bas au Vietnam. Pourquoi? Parce que ça vient. Nous devons être capables de trouver du riz africain, de Mbeya, qui est le meilleur riz en Afrique, dans les supermarchés. Et pourtant, on trouve du basmati et d'autres riz chez nous, et partout dans le monde. La même façon que les Occidentaux, les Asiatiques ont réussi à positionner leurs produits, nous devons avoir ces académies qui travaillent dans le changement de mindset, de perception. Et ce changement de mindset va aussi au-delà du gaspillage, de la gestion, de manger sain, de pouvoir également donner la nourriture sa vraie valeur. Et je pense que valoriser aussi, célébrer notre culture, c'est se célébrer nous-mêmes. C'est notre culture, c'est ce que nous sommes. Et d'ailleurs, moi, il y a des plats, si je ne le mange pas pendant longtemps, je commence vraiment à en avoir envie. Et naturellement, donc, ça te picote parce que c'est ta culture, parce que tu as grandi. On peut même saluer, par exemple, des petites PME au Sénégal, comme le Lionceau, qui avait gagné pendant le AFS 2023 le prix des femmes. L'innovation, ils sont en train de faire des compotes avec des produits locaux. Et avant, on ne savait pas parce qu'on prenait du blendina, on achetait dans les pharmacies des produits qui coûtent très cher. Mais maintenant, si on est capable de le faire avec la même qualité, on va grandir comme ça. Et ce sont des entreprises comme ça parce que c'est un changement de paradigme. Et je pense que c'est ça qu'il faudra pousser. Et on doit arriver à avoir donc ces types de réflexion. Ça change et d'un forum à un autre, on change la façon de faire. Et c'est beaucoup plus puissant même que l'argent qu'on reçoit parce que c'est un changement de mindset, changement de société, changement de cap et une autre façon aussi de gérer notre futur et qui nous sommes. Alors, l'avant-dernière question. Quelle est votre vision personnelle de l'agriculture? Disons, 2030, c'est trop proche. Disons, d'ici 2050. Comment est-ce que vous aimeriez voir l'agriculture africaine? Pour moi, je pense que c'est simple. Ça ne devait même pas être 2500. On ne devait pas être là à parler de ce problème-là. Ça devait être réglé. D'abord parce qu'on doit avoir les techniques et les techniciens et les gens et les politiques et tout ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, si nous avons les écosystèmes nécessaires en Afrique, on doit pouvoir régler ce problème et produire toute l'année. On a des ressources en eau, nous avons les terres, nous avons aussi des gens capables de relever des défis. Donc 2030, 2050, c'est trop loin. Et honnêtement, c'est une question de volonté. Il y a des pays aujourd'hui, l'Éthiopie, il y a de cela 30 ans, tout Sénégalais ou quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, tu reconnaissais l'Éthiopie par la famine. Aujourd'hui, ils sont autosuffisants dans certaines cultures et sont en train d'exporter. Ça veut dire que ce n'est pas rocket science. Je ne veux pas vous couper, mais en fait, je raconte cette anecdote tout le temps. Je dis quand j'étais encore au primaire, on nous demandait d'amener des 100 francs et des 200 pour les enfants éthiopiens qui mouraient de famine. Mais maintenant, quand tu pars en Éthiopie, tu as l'impression d'être aux États-Unis. Mais bien sûr, parce qu'ils ont eu des politiques solides. Ils en veulent, ils ont transformé des zones arides en zones de production, une certaine discipline, des investissements, une vision claire. Et le problème est réglé parce que c'est quand même aussi une population de 130 millions qui n'a rien à voir avec notre population. Donc, ils ont relevé ce défi-là. Ce n'est pas que l'Éthiopie. Ici, à côté, au Maroc, avec les périmètres irrigués, ils ont atteint les 1 million d'hectares. Tout en sachant qu'il manque d'eau. Il manque d'eau, donc c'est ce qu'ils appellent l'or vert, parce qu'ils n'ont pas du pétrole. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, ils ont réglé autosuffisant en beaucoup de cultures. Donc, encore une fois, c'est une question de volonté. Lorsqu'on a la volonté, il faut maintenant être méthodique, être focus et suivre et vraiment travailler de concert avec les différents acteurs pour faire de sorte que
autosuffisance dont on cherche pour certaines cultures, c'est possible. Je vais juste donner à titre d'exemple le poulet. Même si on n'est pas autosuffisant, aujourd'hui au Sénégal, on produit le poulet. C'est vrai. Et beaucoup ont explosé parce qu'il y a eu une régulation de l'importation. Et donc, il y a eu des acteurs qui sont rentrés dedans. Vrai. Et on ne peut que se féliciter. Maintenant, on peut faire mieux. Mais il y a eu déjà un très bon exemple. Il y a eu les politiques. Exactement. De comment un secteur peut exploser lorsqu'on fait les régulations nécessaires pour pouvoir créer des champions nationaux qui sont là aujourd'hui et qui sont capables donc de suppléer et de fournir le marché en produits. Alors, dernière question. C'est quoi votre message pour la jeunesse sénégalaise? D'abord, parce que et la jeunesse africaine en général. Alors, la jeunesse sénégalaise, il faut croire en soi. Et je pense que croire en soi, c'est aussi être qui tu es. C'est être le Sénégalais que tu es. Donc, être différent de l'autre, mais en même temps, croire en soi, c'est croire que tu es africain et que tu es capable aussi de relever le défi. À cette jeunesse aussi, c'est de dire que la magie ne viendra pas de nulle part. C'est entre les mains, entre la tête et les capacités de ces jeunes-là et qu'on puisse vraiment travailler ensemble. En dernier, c'est le mindset. C'est-à-dire que changer quelque chose, il faut devoir se lever, prendre action et de façon délibérée et volontaire le faire. Et le changement viendra par nous-mêmes et les autres t'appuieront. Mais lorsque ça ne vient pas de nous-mêmes, ça... Et enfin, c'est de dire que ce pays, c'est que des opportunités. Le continent, c'est que des opportunités. Ça ne sert à rien d'aller nulle part. On peut vraiment y arriver, mais pas baisser les bras lorsque c'est dur ou ça ne marche pas deux fois, on baisse les bras. Et je pense que c'est comme ça qu'on va construire donc une Afrique qui est prospère, mais qui est capable de se nourrir, qui est capable de créer la richesse partagée pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Patesen, pour cette interview. Moi, j'ai beaucoup appris. Juste vous demander, pour la fin, vos 3 plats préférés. Alors, les 3 plats préférés, je pense que je ne vais pas trop hésiter. Donc, en ordre alphabétique, tu as le Tchéboudienne, qui est quand même notre institution. Et je profite pour dire à nos amis nigérians et Ghanéens que j'ai mangé à plusieurs reprises leur jollof rice. C'est vraiment du rice bouilli. Donc, le vrai Tchéboudienne ou le Tchébouillap, ou peu importe, c'est chez nous. Le deuxième plat, en tant que bon serrère, c'est le tchéré, que ça soit avec rako ou avec n'importe quelle sauce. Donc, ça, ce sont les origines. Et je pense que c'est également des céréales. C'est une céréale saine qu'on doit pouvoir valoriser. Enfin, en tant que street food, parce que c'est toujours bien, comme un bon Sahélien, on aime la viande, c'est le dibi. Donc c'est ce qu'on partage en tant que population du Sahel nomade. Donc ça, ce sont vraiment en ordre alphabétique et les autres viendront. Merci beaucoup, M. Sen. Merci beaucoup.